il y a dans seulement deux parenthèses, deux heures. On a dit les anomalies héréditaires du tissu conjonctif élastique. Et quatre, les anomalies acquises du tissu conjonctif. On appelait avant les collagènes dans le cas des collectivités. Mais les fibroses, nous sommes dans les manifestations des anomalies héréditaires du tissu conjonctif élastique avec ce que vous avez dit en introduction, un polymorphisme clinique. Avant le polymorphisme clinique, la présence et la composition de ces fibres collagènes et ces fibres élastiques qui sont partout et qui sont associés. Là, vous avez collagène, là, vous avez élastique, par contre, vous avez plus de fibres élastiques dans la membrane de vaisseau, dans la membrane de bouche de l'air. C'est explique les signes cutanés, les signes du muscle que nous avons. Ce polymorphisme clinique qui fait que diagnostic clinique. Oui, parce que oui, je disais, je félicite Dr Téné pour cet enseignement hein, qui est assez résumé et bien simplifié. Et qui a commencé par vous décrire et vous rappeler du moins la présence et l'importance des fibres, notamment les fibres élastiques et les fibres collagènes, au niveau de la peau, mais aussi au niveau du squelette, au niveau de la paroi des vaisseaux, au niveau viscéral, au niveau de la membrane de bouche de lait, etc. Ce qui explique les signes cliniques que nous allons avoir dans ces anomalies héréditaires du tissu conjonctivo-élastique. Un polymorphisme clinique qui fait que le diagnostic clinique n'est pas toujours évident dans ces anomalies héréditaires du tissu conjonctif. Parce que vous avez des chevauchements, des signes qu'on peut retrouver dans plusieurs pathologies. Si on prend le syndrome d'Ehlers-Danlos, anomalie du tissu conjonctif, elle vous a donné les 3 symptômes qu'on retrouve dans cette pathologie. Les signes cutanés, l'hyperélasticité cutanée, les signes squelettiques, l'hyperlaxité articulaire et les fragilités qu'on peut avoir au niveau cutané, mais aussi qu'on peut avoir au niveau viscéral. Ce qui répond un peu à votre question, cette collaboration pluridisciplinaire qui commence par, nous sommes en médecine, les circonstances de découverte. Le malade ne vient pas vous dire que j'ai un Ehlers dans l'os. Le cardiologue qui nous envoie des malades, il nous envoie des malades parce qu'il a une suspicion de marfan. Il demande au dermatologue, est-ce que c'est un marfan? Qu'est-ce que vous pouvez faire? En se disant que bon, peut-être une biopsie cutanée. Un autre exemple, vous avez la chirurgie pédiatrique, un enfant qui présente à la naissance une subluxation des hanches, il ne s'agit pas de corriger et de laisser. Si on est curieux, on peut se poser des questions. Pourquoi ce nouveau-né a une subluxation congénitale des hanches? En ce moment-là, si on a déjà une idée de cette anomalie, on peut dire au dermatologue, est-ce qu'il y a une anomalie des fibres élastiques ou des fibres conjonctives? Et comment nous allons arriver au diagnostic? Vous pédiatre, vous retrouvez avec un enfant qui présente un emphysème pulmonaire à répétition. Vous posez la question, non, ce n'est pas normal. Ou bien, un sujet jeune, moins de 18 ans, qui n'a aucune anomalie du métabolisme lipidique et qui va se retrouver avec des signes d'artérite ou de département du myocarde. Vous dites, mais ce n'est pas normal. La même chose pour l'ophtalmologiste. Et cette collaboration pluridisciplinaire commence par les circonstances de découverte de votre pathologie. J'en reviens au syndrome d'Ehlers-Danlos, les 3 signes. Hyperlaxité et fragilité. Mais chacune de ces manifestations, avec ces classifications que nous avons, si vous revenez à la littérature ancienne, c'était 11 classes. 11 classes. Personne ne peut les retenir, les 11. Ensuite, 90, on dit non, la conférence de consensus, on ramène à 6 types, ce qui permet d'avoir au moins des signes et ça devient plus digeste pour pouvoir avoir des formes anatomo-cliniques. 2017, on en rajoute encore 13 classes avec des signes assez particuliers qui sont peut-être pas du ressort de la pédiatrie. Mais dans tous les cas, ces manifestations que nous avons dans le syndrome
différence. Les signes, les circonstances de découverte peuvent être un enfant, et c'est parfois le cas, on en a eu quelques cas, où le pédiatre est surpris que cet enfant qui commence à marcher, mais tombe à chaque instant. Il est en situation de marcher, après l'âge de marcher, mais pour lui, il tombe sans qu'il y ait un traumatisme, sans qu'il y ait un obstacle. On peut s'arrêter pour dire pourquoi. On peut poser la question aux orthopédistes, aux neurologues, est-ce qu'il y a un déficit quelque part? Est-ce qu'au niveau du cervelet, est-ce qu'il y a un équilibre? Tout est normal sur le plan neurologique, tout est normal sur le plan orthopédique, apparemment. Mais l'enfant tombe. Consultation dermatologie, on va regarder, on dit attention, il y a une pathologie qu'on appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui a des manifestations cutanées, oui, je vais chercher l'hyperélasticité cutanée. Mais je mets cet enfant en position debout et je vois que quand il est en position debout, vous avez une annulation considérable du genou. Plus tard, ce qui va arriver, c'est dans les complications, un enfant qui se retrouve avec des arthroses précoces. Une autre circonstance de découverte. Et les signes cutanés, le dermatologue, dans la collaboration, peut dire non, je fais certaines manœuvres et je retrouve telle chose. Je ne parle même pas de la forme acrobatique qui est autre chose, qui est un aspect remarquable, où on peut faire des diagnostics assez facilement sur le plan cutané, dans la forme hypermobile. Voilà les éléments. Sinon, cette fragilité cutanée, ce sont des enfants qui se présentent avec des hématomes pour un oui ou un pour un non. L'enfant court, cogne la table, hématome. Parfois, vous avez l'impression d'avoir des hématomes spontanés. À ce moment, vous cherchez sur le plan vasculaire le contenant et le contenu, et il n'y a aucune pathologie qui peut expliquer ces hématomes. Mais s'il y a une pathologie cutanée, du tissu conjonctif élastique, qui peut expliquer pourquoi cet enfant présente un hématome facilement. Voilà un autre élément, une autre circonstance de découverte pour on peut avoir ces signes. Maintenant, c'est des symptômes glanés par-ci par-là. C'est au dermatologue, quand vous lui demandez un avis, de rassembler tous ces éléments pour orienter vers le diagnostic. Et si le diagnostic est orienté, ici, nous ne pouvons pas avancer. Ailleurs, ils ont ce qu'on appelle la consultation de génétique médicale. C'est à ça que vous pensez, mais vous orientez ce malade. Vous avez fini. Le pédiatre, il pense, il fait sa lettre à la consultation de génétique médicale. Vous en avez à Necker, enfant malade à Paris, vous en avez dans d'autres, dans les pays. Et vous avez des spécialistes de ces pathologies qui vont aller au-delà des signes cliniques, qu'ils soient cutanés, qu'ils soient vasculaires, viscéraux ou pas. La question de votre collègue, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan génétique? Il ne s'agit pas de dire que c'est 2X, XY. On va au niveau de la biologie, de la génétique moléculaire, pour voir les mutations. À partir de ces mutations, on peut dire que ça peut correspondre à telle pathologie. Et c'est là où il peut y avoir un intérêt d'un diagnostic biologique. La biologie, l'histologie standard, au microscope optique ne vous donne rien du tout. Et encore, dans la microscopie optique, notamment pour le pseudoxanthome élastique, si vous n'orientez pas l'anatome pathologique, parce qu'ils ne font jamais la coloration des fibres élastiques si vous ne le demandez pas. Ils vont faire la coloration standard. Pour rechercher les anomalies des fibres élastiques, vous orientez votre anatome-pathologiste. En ce moment, il va faire la coloration à l'orstine pour visualiser les fibres élastiques. Ce n'est pas suffisant dans ces pathologies. La microscopie électronique peut avancer. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a? On a la génétique moléculaire. Et dans certains cas, notamment dans le pseudoxanthome élastique, vous avez des anomalies du métabolisme, des anomalies du calcium, du transport du calcium. Et ce sont ces anomalies du transport du calcium qu'on peut retrouver au niveau génétique et qui peuvent expliquer les manifestations vasculaires que vous avez, par exemple, dans le pseudoxanthome élastique. Et dans d'autres cas particuliers relativement rares, c'est le dosage du cuivre, la cuprémie, dans certaines situations, et puis le dosage de certains aminoacides au niveau urinaire, au niveau sanguin, notamment dans ce qui concerne les mucopolysaccharidoses. C'est comme ça qu'on a une approche diagnostique de ces différentes pathologies qui se chevauchent. L'exemple qu'on peut vous donner, je ne parle pas des hernies multiples, des pseudothorax, des pneumothorax, etc. Mais vous avez, dans le syndrome d'Ehlers dans l'os, une forme clinique, comme je vous l'ai dit, qui s'accompagne de luxation et des anévrismes. Mais vous avez dans le cutis laxa un des signes qui vient en première position, vient un signe assez fréquent, mais ce sont des